Et vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce vendredi matin est Tristan Lahaye, député NFP, écologiste et social génération. Voilà, je précise, de la deuxième circonscription d'Ille-et-Vilaine, circonscription de Rennes. Et malgré une nuit courte, eh bien, il est venu nous rejoindre au micro de la matinale. Je le remercie. Bonjour. Bonjour, merci de cette invitation. Alors nous allons parler, comme on le fait chaque matin à cette heure-ci dans la matinale, de politique évidemment, et de l'intervention de François Bayrou à la télévision hier soir. François Bayrou qui a réuni hier à Matignon les différents présidents de groupes parlementaires, mais aussi le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, pour essayer de mettre tout le monde d'accord pour qu'il n'y ait pas de censure et pour que enfin il y ait un gouvernement. Il n'a pas invité ni la France Insoumise ni le Rassemblement national. Je vous pose la question directement, est-ce que c'était une bonne idée de ne pas les inviter ? Non, mais je crois qu'il y a une manœuvre dilatoire qui est engagée par le président de la République et le Premier ministre qui vise à fracturer ce qu'est le nouveau Front populaire. Et je crois que c'est pas très raisonnable, ni d'ailleurs très cohérent avec ce qu'a été l'expression des mouvements politiques auxquels se rattachent M. Macron et M. Bayrou, qui ont également participé du barrage républicain au mois de juin et juillet dernier. Je vous dis ça parce que il s'agit pas pour nous d'une ligne rouge comme ça abstraite. Nous considérons qu'il y a un message des Français qui a été très clair en juillet dernier au deuxième tour des élections législatives et qui, pour 2/3 d'entre les électrices et électeurs, ont considéré que le Rassemblement national n'était pas membre de l'arc républicain. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ont fait barrage. Et j'aurais aimé que s'il devait y avoir des discussions, elles intéressent toutes celles et ceux qui participent de ce socle minimum républicain, tel que nous ne l'avons pas décidé nous, mais l'ont décidé les Françaises et les Français par leur vote. Et de manière générale, je trouve qu'on s'éloigne un peu ces dernières semaines, derniers mois, de ce qu'est la règle d'or, la règle suprême dans une démocratie, c'est-à-dire la règle du suffrage. Alors cette règle, elle est difficile aujourd'hui puisque on l'a vu à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de grande majorité, on a de la majorité relative, comme l'on dit, donc c'est difficile de gouverner. On rajoute à ça une forme de crise institutionnelle, on peut le dire comme ça, avec ces motions de censure qui peut à nouveau intervenir. Bien sûr, mais parce que je crois que on espère la stabilité, mais sans tenir compte du principal facteur de stabilité qui est précisément le respect du suffrage. Et j'entends des fois des choses assez abracadabrantesques qui opposent la stabilité à ce que serait un caprice de la gauche. Nous ne sommes pas dans le caprice, nous sommes dans le souhait que soit respecté le vote des Françaises et des Français. Et c'est le respect du vote des Françaises et des Français qui garantira la stabilité. Et je le dis pas de manière évasive ou religieuse, mais tout simplement parce que la coalition du Front populaire représente 193 députés. Donc c'est la plus grande des coalitions, la plus grande des garanties de stabilité à l'Assemblée nationale. Et nous l'avons dit tout au long de l'été dernier, et nous l'avons redit d'ailleurs ces dernières semaines, si si Emmanuel Macron devait nommer, il a la responsabilité de nommer, pas de choisir, et de nommer un Premier ministre de gauche. À partir de là, nous engagerions les discussions nécessaires à l'élargissement du socle, de sorte que nous ne soyons pas censurés et que nous menions une politique qui soit négociée avec les autres groupes politiques de l'Assemblée nationale, de manière à pouvoir durablement exercer les responsabilités et changer de politique, parce que au fond il y avait deux messages lors des élections dernières, un message de barrage républicain que j'ai rappelé tout à l'heure, et un deuxième message qui était probablement le principal, qui était de dire nous attendons un changement de politique. Les électeurs se sont exprimés. Les électeurs sont exprimés aux européennes, aux législatives, pour un changement de politique. Avec quand même une forte poussée du Rassemblement national. On peut imaginer que les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, c'est aussi des électeurs qui souhaitent un changement. Absolument. Comment les écouter, ces électeurs? Je vous l'ai comment dit, leur répondre? quand je dis qu'il y a une expression d'un changement politique,
elle est exprimée de tous bords, si j'ose dire, avec effectivement des choses qui sont contradictoires. Moi, je n'ai pas un centimètre de lien avec le Rassemblement national, mais je constate simplement que le camp de ceux qui veulent prolonger la politique d'Emmanuel Macron est très réduit. Et dans celles et ceux qui appelaient au changement politique, nous avons une coalition qui est nettement devant l'autre, c'est celle du Front populaire, et celle du RN est loin derrière. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous dis que en cohérence, il eût fallu que nous gouvernions. Maintenant, on va pas... moi, je suis pas dans l'expression d'un caprice. Je vous dis pas maintenant, tout de suite, comme Emmanuel Macron n'a pas désigné le Front populaire, il faut censurer. Je considère que il a pris ses responsabilités, mal de mon point de vue, mais il les a prises. Et à partir de là, nous avons dit ces derniers jours que nous étions disponibles pour échanger. On est allé à l'Élysée, on est allé à Matignon, regrettant par ailleurs que nous ne déplacions pas ces discussions à l'Assemblée nationale qui nous auraient paru être une preuve de maturité démocratique supplémentaire. Mais en dépit de ces choix-là, nous avons fait le choix de discuter et nous regrettons aujourd'hui que la discussion ne tourne en rond et ne ressemble d'ailleurs un peu à une mascarade qui risque de produire les mêmes effets que la discussion précédente, c'est-à-dire le gouvernement de M. Barnier. Alors on a François Bayrou qui va recevoir à nouveau a priori des Républicains qui demandent eux-mêmes à être reçus par le Premier ministre, qui veulent continuer la discussion, prolonger la discussion. Est-ce que c'était une bonne idée? J'entrevois déjà votre réponse, mais est-ce que c'était une bonne idée de choisir François Bayrou? Est-ce que c'était la personne la plus choisie pour, en tout cas la plus compatible pour le dialogue? Deux choses. La première, c'est en fidélité à ce que j'ai pu vous dire à l'instant. Moi, j'aurais préféré que ce soit une personne de gauche, issue du nouveau Front populaire. Je pense que ça aurait été le respect de la démocratie. Et encore une fois, il s'agit pas là pour moi de trépigner ou de réclamer. Enfin, il y a un côté, fait pas la manche, hein. Mais tout simplement à dire que c'est pas une petite question en démocratie que de respecter le suffrage. Vraiment. Et on voit partout dans le monde progresser des idées illibérales et des comportements qui s'éloignent des principes démocratiques. Je trouve qu'en France, on y arrive à petit feu. On joue un peu avec le feu, justement. On joue un peu avec le feu, oui, bien sûr. On l'a vu sur les libertés publiques, on le voit maintenant dans le respect du suffrage. C'est grave. Et je dis ça tout en ne souhaitant pas jeter de l'huile sur le feu. Et c'est la raison pour laquelle nous, dans le groupe écologiste et social, dans le Front populaire, nous avons dit dont acte. On continue à prendre nos responsabilités. On va discuter parce que il s'agit pas de nos responsabilités à nous, il s'agit des politiques qu'on mène pour les Françaises et les Français. Et donc, en conscience, en responsabilité, on y est retourné. Maintenant, on attend de voir jusqu'où vont aller les discussions avec François Bayrou. Pour le moment, on peut pas dire que ce soit très probant. Et s'agissant de cette personne, je trouve qu'on a un Premier ministre qui fait plus, qui a plus d'égard pour son auto-satisfecit, sa situation personnelle, qui a commencé de manière ubuesque par nous raconter que l'enjeu c'était la proximité au travers le cumul des mandats, qui a préféré aller à Pau qu'aller à Mayotte. Enfin, il faut qu'il se ressaisisse, le Premier ministre. J'entends que ça fait longtemps qu'il exerce des responsabilités. Je crois qu'il est peut-être un peu fatigué aussi de tout ça, un peu vieilli par l'usage des l'exercice des responsabilités. Mais maintenant, il faut qu'il prenne du café et qu'il se mette autour de la table avec un peu plus d'énergie pour nous répondre sur le fond, parce que c'est ce que nous attendons. Alors, il y a eu effectivement, vous le soulignez, cette séquence de Pau, hein, qui est pas très bien passée dans l'opinion publique, d'autant que effectivement, vous le soulignez également, le Premier ministre a beaucoup insisté sur le cumul des mandats, dans un moment où on demande aux Français de faire des économies, de faire des sacrifices. Voilà, c'est perçu comme peut-être une forme de gouvernance qui ne tient pas compte de ce qu'attendent justement les Français. Vous le disiez tout à l'heure sur l'exercice de la démocratie et du suffrage universel. Non, mais sur cette histoire de Pau, on est complètement à côté de la plaque. Enfin, faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, ça veut pas dire
qu'il n'a pas les moyens de se ressaisir. Mais en revanche, à date, les signes qui sont donnés sont des signes catastrophiques. Personne, moi dans les différentes campagnes politiques que j'ai pu conduire ces dernières années, personne ne m'a parlé de l'urgence à remettre en cause le non-cumul des mandats. Moi, je suis parlementaire depuis le mois de juillet dernier. Je vous assure que dans la période de fragilité politique qu'on connaît, c'est un travail qui me prend un 150%. Je vois pas bien comment on peut exercer d'autres responsabilités par ailleurs. Je vois pas bien ce que ça réglerait comme problème pour les Français. Donc, faut revenir sur les grandes questions qui nous intéressent. La question de la justice sociale, la question de la justice fiscale, des salaires, de la réindustrialisation du pays, des politiques écologiques, de tout ce qui relève également du curseur à mettre entre protection des libertés publiques, de l'état de droit et de nos sécurités, tranquillité collective. Enfin, voilà, il y a plein de questions qui intéressent. Les chantiers sont immenses. Il est temps d'y venir sur le fond. Voilà. Alors sans budget pour l'instant, puisque le Premier ministre, là encore, qui s'exprimait chez nos confrères de France 2 hier, a promis un budget à la mi-février. Donc voilà, ça nous amène quand même assez loin, et en espérant un gouvernement avant Noël. Donc voilà les deux points du calendrier. Est-ce que tout ça n'est pas un petit peu d'improvisation? Qui est une part d'improvisation, peut-être. À la rigueur, ça, je veux pas faire de faux procès. C'est-à-dire la situation est compliquée. Qui prennent le temps de discuter pour parvenir à un gouvernement. Je trouve que la référence à Noël est pas très heureuse, mais bon, ça on aura compris que François Bayrou est pas un champion de la communication. Ceci étant, moi, ce qui m'interpelle plus, c'est l'expression d'hier soir s'agissant d'un budget à la mi-février. Nous avons demandé il puisse être adopté très vite une loi fiscale, en plus de la loi spéciale, qui sécurise les crédits d'impôt, l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, qui permettent des dotations aux investissements dans les territoires. Bref, qu'on aille assez vite là-dessus pour avoir une discussion raisonnable qui reprenne, peut-être pas à zéro, mais en tout cas qui reprenne dans les grandes largeurs le projet de loi de finances qui faisait l'objet d'une forte contestation à l'Assemblée nationale. En annonçant un PLF pour la mi-février, moi qui suis commissaire aux finances, j'en déduis a priori que nous repartirions sur les termes de la discussion telle qu'elle était en cours à la navette parlementaire, c'est-à-dire du projet de loi de finances à l'endroit où il était arrivé dans sa version travaillée par le Sénat. Or, moi je vous l'ai dit d'emblée, si c'est la même économie générale, je m'y opposerai de manière très ferme. Parce que cette économie générale du budget, c'était essentiellement des baisses de la dépense publique et des recettes fiscales, certes en 2025, mais dites exceptionnelles. Donc moi je vois pas bien ce que ça veut dire. S'il s'agit de corriger une trajectoire tendancielle au dérapage budgétaire, alors la contribution qu'on attend des plus grandes fortunes, des sociétés qui font le plus de profit, doit être pérenne. Si on dit contribution exceptionnelle et effort fort dans la dépense publique, ça signifie à moyen terme qu'on augmente encore davantage les économies attendues dans la dépense publique. Et je vous fais pas de dessin, mais l'hôpital, l'éducation, la police, la justice, les collectivités locales ne baignent pas dans un horizon, dans un océan de richesse. Et aujourd'hui, on attend plutôt des moyens qui leur permettent de bien fonctionner que des coupes budgétaires drastiques qui feront du mal aux plus précaires de nos concitoyens. Et les concitoyens qui demandent, les Françaises et Français demandent plus de services publics de proximité. On le voit ici en Bretagne, dans les zones du centre-Bretagne en particulier, où la poste ferme, où on n'a pas toujours le ferroviaire pour se déplacer. Ce sont de fausses économies finalement, à vos yeux. Le fait d'aller, excusez-moi le terme, il est un peu trivial, mais taper dans la fonction publique. Bah oui, enfin je pense que c'est pas raisonnable et que on souffre d'un débat qui n'est pas correctement posé. Moi, je voudrais qu'on interroge l'effet sur l'économie des 62 milliards d'euros d'impôts de rentrée fiscale que nous avons perdus chaque année depuis 2017 par l'accumulation des réformes fiscales menées par Emmanuel Macron. Je ne suis pas d'une gauche, facile.
qui dirait qu'il n'y a pas de problème d'emploi, de compétitivité, d'industrialisation. J'en suis le premier convaincu. Toutefois, toutes les mesures qui ont été prises ont confondu finalement une politique économique avec une politique fiscale. Et on a considéré qu'en baissant le taux nominal, enfin les impôts sur les sociétés, les impôts pour les plus riches, et singulièrement aussi le coût du travail, avec des baisses, des exonérations de cotisations sociales successives. Bref, que cette politique-là permettrait à la France de se réindustrialiser. Or, ça s'avère être plutôt un échec. On a succession ces dernières semaines, derniers mois de PSE, de plans sociaux importants, qui attestent plutôt d'une poursuite de la perte de l'emploi industriel, notamment dans ce pays. Et finalement, on a perdu sur les deux tableaux. C'est-à-dire, on a perdu à la fois sur le plan économique, et on perd aussi parce que ces politiques-là, elles assèchent la capacité du financement de nos services publics, de la protection sociale. 62 milliards d'euros par an, si vous voulez, c'est 5 fois l'effort qui est demandé en cumulé à l'ensemble des collectivités locales dans le budget, dans le PLF. C'est considérable. Voilà, c'est considérable. Et si on n'interroge pas ça, je pense qu'on n'a rien compris de l'exercice qu'on est en train de faire. Avec des collectivités territoriales, on pense aux départements qui ont tiré la sonnette d'alarme ces temps derniers, qui se retrouvent avec des finances dans le rouge. On leur demande plus de missions, mais avec des moyens constants ou même parfois même moins de moyens. Est-ce que là, on va pas c'est une image que j'ai souvent prise à ce micro, mais à force de tendre la ficelle, elle va se casser finalement. Oui, alors les départements, de surcroît, ont fait l'objet de réformes, concoctées par les plus brillants esprits autour d'Emmanuel Macron, qui ont considéré qu'il fallait asseoir leurs recettes sur le dynamisme de l'activité économique. Et alors même que les départements ont des compétences qui sont surtout des compétences sociales. Si bien que lorsque la période économique est prospère, les départements ont de l'argent, mais ont moins de demandes sociales, et que le jour où la situation économique se dégrade et que leurs compétences sont particulièrement appelées, RSA, protection de l'enfance, j'en passe, eh bien, à ce moment-là, leurs ressources sont asséchées. Donc on a finalement un financement des départements qui est dit procyclique, alors que on attendrait au contraire que ce soit la collectivité par excellence contracyclique qui permette de tenir debout quand la situation est fragile. Et aujourd'hui, on a effectivement plus de la moitié des départements qui sont en épargne nette dite négative, ou qui seraient en épargne nette dite négative, sans grande coupe budgétaire, mais ça signifie concrètement que l'aide au développement de la culture, au sport, aux loisirs, l'aide aux petites communes, enfin tout ce qui tient le tissu associatif et la solidarité intraterritoriale en Bretagne et partout ailleurs, tout ça est fortement menacé. Alors en Bretagne, on a des collectivités qui font front, on le voit. On va prendre une autre collectivité qui est la région, et c'est le cas par exemple chez nos voisins en Loire-Atlantique, où on voit des coupes budgétaires drastiques. Le budget va être voté ce vendredi. A priori, on va vers des coupes budgétaires un petit peu historiques, puisque et dans plein de domaines, dont le domaine de la culture. Alors voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup de la culture comme lien social, comme ciment également de la nation. Or, aujourd'hui, on voit que c'est souvent le parent pauvre, et la première coupe budgétaire, là on parle de coupe budgétaire de 100 millions en Loire-Atlantique. Est-ce que finalement il n'y avait pas d'autres méthodes? Est-ce que en Loire-Atlantique, évidemment, c'est-à-dire l'État, moi je partage pas les orientations du gouvernement, mais la transposition du PLF dans le budget des Pays de la Loire, c'était environ 40 millions d'euros d'économie. Alors je dis Loire-Atlantique, ce sont les Pays de la Loire, évidemment. Les Pays de la Loire. 40 millions d'euros d'économie, dépenses d'investissement, de fonctionnement, tout cumulé. Moi je conteste l'effort qui est demandé, mais c'était à peu près ça qui était demandé. La présidente des régions de Pays de la Loire fait 100 millions. Donc c'est volontaire de sa part, c'est pas il n'y a pas de contrainte particulière qui ne l'y oblige. Elle volontairement, elle met à la porte, elle met au chômage des centaines de personnes dans l'emploi associatif local. Elle prive de ses habitants d'un accès à la culture, au sport, aux loisirs. Elle dégrade, ce faisant, ce que sont
les inégalités en matière d'éveil culturel, d'accès au sport, tout ce qui permet l'épanouissement de la personne et finalement sa construction, y compris éducative, en dehors du strict champ de l'éducation nationale. Je trouve qu'il y a une forme de désinvolture qui est grave, voilà. Mais ça fait partie. C'est une famille politique qui aujourd'hui s'inspire parfois de ce qu'on voit de pire à l'échelle mondiale. Je pense à Raver Milei notamment, la tronçonneuse. Bon, je vois pas bien ce que ça dit de l'horizon culturel de nos sociétés. Sinon le chacun pour soi. On revient à une forme d'individualisme finalement. Ah bah oui, et puis une société violente, société violente. Ça peut que mal tourner, si j'ose dire. Voilà, mais bon, je vais pas parler des centaines d'heures de Madame la présidente des régions de Pays de la Loire, mais je crois qu'on a effectivement un cas assez symptomatique d'une évolution de la société conservatrice, violente, de repli sur soi, qui n'a à peu près rien à voir avec notre idéal républicain. Alors l'idéal républicain, c'est aussi l'accueil. On parle beaucoup de nouvelles lois immigration, ce qui revient au devant de la scène avec la terrible tragédie qui a touché Mayotte. Est-ce que c'est le moment choisi pour aller vers ce type de loi ? Écoutez, je trouve qu'il y a une gravité et une hypocrisie phénoménale à avoir parlé d'immigration comme l'a fait Monsieur Retailleau le jour même où Mayotte a été frappé par un cyclone qui, je crois, a fait des ravages assez inégalés et on n'a pas le nombre de morts, mais ce qui revient petit à petit atteste d'un drame sans équivalent. Et je le dis d'autant plus que c'est d'abord un devoir d'humanité, d'abord de considérer que toutes les vies se valent. Et puis par ailleurs, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'immigration n'est pas responsable du cyclone. En revanche, et je vous le dis parce que je trouve que c'est insuffisamment dit, moi, commissaire aux finances, j'ai vu les amendements au budget proposés par le RN, suppression de l'ADEME, division par 2 des moyens de la prévention des risques et de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. Donc moi, si on appliquait le programme du RN, nous ne préviendrions pas de ce type de catastrophe, ou encore moins bien, et 2, nous n'adapterions pas notre société à ces effets. Donc en réalité, le problème, c'est pas l'immigration, le problème, c'est les racistes et celles et ceux qui veulent diminuer par 2 ou 3 les moyens de l'écologie politique. Donc franchement, ce sont en fait ceux qui sont aujourd'hui inconséquents dans la prise en compte du changement et du dérèglement climatique qui viennent finalement détourner le regard des Français en disant le problème c'est pas le cyclone, c'est l'immigration. C'est ridicule, c'est ridicule et c'est grave. François Bayrou promet de reconstruire Mayotte en 2 ans. Moi je me prononcerai pas, je ne suis pas architecte évidemment, mais est-ce que là aussi il va falloir introduire ces notions justement de prévention, ces notions environnementales, on peut le dire comme ça, dans la construction, dans l'organisation de l'habitat, un habitat précaire, on le sait à Mayotte, et là aussi y mettre les moyens. Oui, bien sûr, mais je pense que tout à chacun serait interrogé et répondrait la même chose. Incontestablement. Mais est-ce qu'il faut une volonté politique ? Mais par contre, ce que ça dit de nos sociétés, c'est que nous avons un besoin de bifurcation très fort pour que nos modèles de développement urbain, humain de manière générale, s'adaptent à une nouvelle réalité environnementale. Mayotte en est un exemple dans sa reconstruction, mais je pense aussi au trait de côte, par exemple en France, où on sait que des régions ne vont plus être habitables, enfin des régions, des pans du territoire. Je ne crois pas, et d'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion de travailler sur un rapport dans le cadre du précédent PLF sur l'adaptation à la prévention au changement climatique, dans lequel on a travaillé avec les grandes associations, mais aussi avec la Cour des comptes. Et la Cour des comptes, dans son rapport sur l'adaptation à la prévention au changement climatique, nous dit bien que la main invisible du marché, ça ne fonctionnera pas. Il faudra des moyens publics conséquents. Et c'est aussi la raison pour laquelle je considère que il y a besoin d'un partage de la richesse
pour l'orienter vers l'intérêt général, l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. Voilà, et les choses sont de ce point de vue assez liées. Si on laisse faire, je dirais, l'économie privée seule, j'ai peur que l'adaptation au changement climatique, j'ai peur, je crains, j'en suis en fait certain, que l'adaptation climatique, au changement climatique ne soit finalement très inégalitaire. Et comme on l'a vu à l'image de ce qu'on voit à Mayotte aujourd'hui, c'est-à-dire ceux des habitats les plus fragiles sont ravagés, ils sont pas assurés. Donc ça va prendre du temps. François Bayrou dit 2 ans. Bon, j'ai quelques doutes sur son appréciation objective de la situation. Voilà, quoi qu'il en soit, il faut donc des moyens publics qui prennent à bras le corps ces questions-là. Et ce que ça va nous coûter à court terme pour les plus aisés d'entre nous, c'est aussi la garantie d'une stabilité qui est, je crois, urbaine, humaine, qui est peut-être plus importante que la stabilité immédiate de nos institutions. Il y a aussi le changement dans nos comportements, vous le disiez, hein, mais par exemple dans nos déplacements. On parle beaucoup de mobilité aujourd'hui, hein, c'est un grand débat aussi au sein des villes, mais aussi dans nos campagnes, on parle beaucoup du ferroviaire. J'en parlais un petit peu tout à l'heure en évoquant les territoires et les régions. Ici, on sait que c'est une région qui investit beaucoup dans le ferroviaire. Est-ce que il va falloir faire plus pour ce moyen de transport et puis combiner les moyens de transport, parce qu'on a l'impression aujourd'hui c'est encore difficile. Oui, il faut faire plus, mais là aussi, il faut sortir de l'incantatoire. On a aujourd'hui des régions qui sollicitent la possibilité d'avoir des dispositifs de prélèvements fiscaux nouveaux, je pense au versement transport notamment, qui permettraient d'entretenir et de développer des lignes de transport ferroviaire intra-régionales de plus grande qualité. On a mis le paquet ces dernières décennies sur le transport à grande vitesse, dans finalement une conception de la France qui était encore une conception très centralisée, avec le fameux réseau en étoile. Voilà, un peu jacobine, diront certains. Et probablement que ça a de l'intérêt, mais le rapport entre les minutes gagnées et les euros investis est quand même très coûteux. Et on sait aujourd'hui que le changement attendu majeur, il est dans les comportements du quotidien des mobilités. Et on peut pas être incantatoire et demander aux gens de larguer leur voiture lorsqu'il n'y a pas d'alternative. Donc il faut qu'on c'est le cas dans les campagnes en particulier. Exactement. Donc c'est la raison pour laquelle il faut développer ces transports-là. Et ensuite, tout ce que sont des systèmes de mobilité décarbonés ou moins carbonés dans nos territoires, c'est incontestable. Il ne faut pas opposer les modes de transport alternatifs les uns aux autres. D'ailleurs, la voiture individuelle, on va pas l'abandonner du jour au lendemain, mais c'est certain qu'il faut, de ce point de vue-là aussi, financer un transport public à la hauteur, et que ça se fait pas sans demander un peu davantage à celles et ceux qui peuvent payer. Je rappelle quand même, mais qu'on est dans des sociétés de plus en plus inégalitaires, avec quand même autour de nous, on le voit bien dans nos territoires, des gens qui se portent très bien et qui, sans altérer beaucoup à leur train de vie, pourraient contribuer un peu davantage à l'intérêt général. Une dernière question, là peut-être d'un point de vue peut-être plus humain. Aujourd'hui, on a une société qui a perdu cette notion de solidarité. Pourtant, on voit, alors là encore, permettez-moi d'être chauvin, mais en Bretagne, mais partout ailleurs, des initiatives, des jeunes, les moins jeunes, qui décident de se mettre un petit peu en marge. Je parle pas de marginalité, mais et de monter des projets. Est-ce que c'est peut-être la petite lueur d'espoir pour demain? Moi, je ne crois pas que nos sociétés soient moins solidaires. Il y a un sociologue qui s'appelle Vincent Tiberge qui a écrit récemment le fait que on était dans une période un peu contrastée où en réalité nos élites de manière générale étaient de plus en plus conservatrices, mais le peuple ne l'était pas davantage. En témoignait d'ailleurs des valeurs qui d'ailleurs, c'est très paradoxal parfois de la progression, notamment des idées d'extrême droite, mais des valeurs de lutte contre l'homophobie, de lutte contre le racisme, de tolérance à l'autre qui étaient plus fortes qu'hier. Des initiatives solidaires, il y en a beaucoup dans nos sociétés, et je crois que c'est des signes d'espoir, mais il faut dorénavant que ça se traduise politiquement. Le respect du suffrage aurait été une bonne méthode. Voilà, on y revient, évidemment. Tristan Lahaye, député NFP, écologiste et social, génération de la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine, donc Rennes, était avec nous ce matin. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Je vous souhaite une très belle journée. Vous aussi, merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.